Eh bien salut les amis. Aujourd'hui comme prévu je vais vous parler de ma façon de régler mes boîtiers en concert, puisque c'est une question qu'on me pose excessivement souvent et qu'il est compliqué d'y répondre comme ça sur le bord d'une scène. Je vais essayer de vous présenter ça de façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que je vais vous mettre des photos en exemple bien entendu, mais je vais également me servir d'un accessoire qu'on n'attend pas forcément dans ce genre de vidéo, qui est un sablier, le petit objet dont on sert pour cuire les œufs à la coque. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes. Dans cette vidéo, je vais donc commencer par vous présenter mon matériel et pourquoi j'ai choisi celui-ci. Quelques réglages qui ne changent quasiment jamais chez moi, avant d'attaquer les choses un peu plus sérieuses. Je vais vous parler de profondeur de champ, d'ouverture évidemment, puisque ça va avec, du fameux triangle infernal, ouverture, ISO, vitesse. Ça sera le passage obligé de théorie, puisque si on ne comprend pas ça, c'est compliqué après d'aller shooter en mode manuel. Je vais vous parler aussi d'une chose extrêmement importante, qui est la mesure d'exposition ou mesure de lumière. Et vous allez voir que je suis un petit peu justement à contre-courant de ce qui se pratique plutôt généralement. Mais le but de cette vidéo ne va pas être de vous dire voilà que ce sont mes réglages, ce sont les meilleurs, c'est ceux-là qu'il faut appliquer. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de vous donner quelques pistes, quelques petites astuces que moi j'utilise, mais tout simplement parce que c'est avec ces réglages-là que je suis à l'aise. Le but, ça sera après à vous d'aller chercher vos propres réglages et vos propres automatismes pour être vraiment à l'aise avec votre boîtier. Je vous ferai après un petit résumé comme ça de l'ensemble de mes réglages. Et puis pour finir, je vous mettrai un petit bonus. Je vais vous présenter deux de mes photos. La première c'est T. Tyler, donc le chanteur de Vintage Trouble quand il est à l'horizontale sur son micro. Je vais vous expliquer comment j'ai fait cette photo, parce qu'elle n'a pas été faite au hasard. Et puis une autre de Bertrand Couloum qui est le contrebassiste de Little Bob, et pour lequel je vais vous expliquer comment on peut avoir des effets de couleur dès la prise de vue en bidouillant un peu la balance des blancs. Voilà, ça sera probablement la première et la dernière vidéo où je vais me filmer moi-même, et c'est tant mieux parce que je suis absolument pas à l'aise avec ce genre d'exercice. Honnêtement, c'est compliqué pour moi de me filmer tout seul. Par la suite, vous aurez des vidéos qui seront des reportages où je vais aller filmer les autres et moi rester en retrait. Et ça sera très bien comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire en présentation, et donc on y va et on va commencer par le matériel. Alors, le matériel. J'ai commencé avec, en fait, un boîtier et un objectif milieu de gamme. C'est le 600D de chez Canon. Quand je me suis remis à la photo, et notamment comme lorsque j'ai attaqué la photo de concert. Pourquoi? Parce que j'avais un petit compact et il me fallait absolument un réflexe pour faire des photos correctes. Du coup, j'ai choisi ce boîtier parce qu'il était dans mes moyens déjà. C'est un boîtier milieu de gamme, donc pas énormément cher. Et puis, il y avait surtout l'objectif qui était fourni avec. Donc j'ai commencé à faire des photos avec ça. Et puis, je me suis trouvé très rapidement confronté à deux problèmes. Le premier, c'est que c'est un boîtier qui a du mal à monter en ISO. Et le second, c'est que l'objectif qui est dessus, qui est un 18-55, son ouverture c'est 3,5-5,6. Ça veut dire que à 18 mm, je suis en ouverture 3,5 et je ne peux pas ouvrir plus grand. Et dès que je zoome et que je suis au 55 mm, là j'ai une ouverture de 5,6 et je ne peux pas ouvrir plus grand non plus. Donc c'est extrêmement restreint en termes d'objectif. Du coup, c'est dommage parce que l'avantage de celui-ci, c'est qu'il avait cet écran amovible. Et alors ça, c'est génial. Quand, comme moi, vous aimez bien faire des photos un petit peu du public, comme ça, en bout de bras, il suffit d'ouvrir, voilà, comment, il faut que je me mette quand même, voilà, en face la caméra. Il suffit d'ouvrir correctement son écran amovible et vous voyez très exactement ce que vous prenez. Alors c'est faisable aussi avec sans écran, hein. C'est un peu plus compliqué, il faut aller regarder un petit peu comme ça, et puis bon, voilà.
Du coup, j'ai fait le choix très rapidement d'investir dans un bon objectif qui ouvre à 2.8 constant. Donc j'ai été choisir celui-ci, qui est un 24-70, qui est un objectif standard sur les bords de Seine. Pas les bords de Seine, le fleuve, les scènes musicales. 24-70, 70-200, ce sont les deux objectifs qu'on retrouve le plus couramment chez les photographes. Celui-ci a l'avantage donc d'être un 2.8, ce qu'on appelle un 2.8 constant, c'est-à-dire que quelle que soit la focale, que je sois à 24 mm ou à 70 mm, j'ai une ouverture possible à 2.8. Donc un objectif extrêmement lumineux. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir faire des photos correctes avec un boîtier moyen et un excellent objectif, alors que le contraire est absolument pas vrai. Moi je me suis servi relativement longtemps de celui-ci avec mon 600D et j'ai réussi à faire des photos qui étaient de bonne qualité, tant que j'avais pas besoin vraiment de monter dans les ISO quand il y avait des conditions de lumière extrêmes. Et puis là aussi, assez rapidement, j'ai eu besoin d'avoir un zoom un petit peu plus puissant. Donc je suis parti sur le 70-200. C'est pas celui-ci que j'ai acheté en premier, hein. Là j'ai fait monter la gamme, c'est-à-dire j'ai commencé avec un F4, donc une ouverture de 4, que j'ai revendu pour après me financer une partie du 2.8 non stabilisé, que j'ai revendu pour le 2.8 stabilisé. Avec bien entendu tout ça, avec des crédits à la clé, parce que ce sont du matériel qui coûte très cher, et on n'a pas le choix. Voilà, c'est mon banquier qui s'est régalé un petit peu là-dessus. L'ensemble de mon matériel, j'ai mis quasiment un peu plus de 4 ans à le payer en fait, hein. Mais on n'a pas le choix, si on veut avoir du bon matériel, on est obligé un petit peu de passer par le crédit aussi. Donc ça c'est vraiment une Rolls. C'est un objectif extraordinaire, avec un piqué mais incomparable. Et puis j'ai également un 1635 que j'utilise pas trop, un petit peu mais pas trop. Et puis un fisheye que j'aime bien utiliser en revanche quand j'ai une vraie proximité de la scène, comme sur cette photo de Del Blade que j'ai fait donc sur un concert où sans gêner le public, en restant bien accroupi, puisque le public était assis derrière moi et il n'était pas question d'aller le perturber ou de gêner la visibilité. Eh bien, ça me donne ce genre d'effet que j'aime bien faire avec des arrondis, voilà, c'est un autre type de prise de vue que j'aime bien pratiquer. Donc je me suis trouvé assez vite bloqué finalement avec ce 600D et ça montait en ISO vraiment compliqué. 1600 c'était quasiment pas le maximum mais presque à 3002, je commençais vraiment à avoir beaucoup de bruit. Donc du coup j'ai choisi d'investir sur ce boîtier. Le 5D Mark III pour deux raisons essentielles. La première c'est cette montée en ISO qui est absolument phénoménale sur ce boîtier. C'est sa caractéristique vraiment principale. Je peux monter dans des valeurs très très élevées sans avoir aucun bruit, donc aucun grain sur la photo. Ça c'est très agréable et très appréciable quand vous êtes en conditions de lumière vraiment pauvres et vous êtes obligé de monter considérablement les ISO. C'est très agréable de ne pas avoir de bruit, de ne pas avoir besoin de trop réfléchir, de se dire ah oui mais arrivé à cette valeur là, ma photo va pas être bien. Et la deuxième chose, c'est qu'il a un autofocus qui est extrêmement performant. Et du coup, il va beaucoup plus vite que moi à régler manuellement ma mise au point. Donc c'est très agréable aussi et très appréciable en concert d'avoir un autofocus qui réagit très rapidement et qui est extrêmement précis. Voilà. Parce que c'est comme tout, hein, avec l'âge, la vue baisse et avec un certain nombre d'autres choses. Et du coup, moi, ça me permet de gagner aussi de la vitesse plutôt que d'être en réglage manuel sur la mise au point, où là, je vais perdre beaucoup de temps. Voilà. Alors maintenant, quels sont les réglages que j'utilise et qui ne changent jamais, ou quasiment jamais? Le premier, c'est que je shoot exclusivement en RAW. Le RAW, c'est l'équivalent du négatif en argentique. L'avantage par rapport au JPEG, c'est que si vous avez besoin d'intervenir dessus en post-prod pour remettre du contraste, changer, modifier des couleurs, accentuer des couleurs, etc.,
autant vous allez pouvoir le faire sur du RAW, sur des choses bien précises, autant le JPEG va vous imposer de faire cette modification sur l'intégralité de votre photo. De plus, le RAW, c'est la vraie preuve que c'est votre photo, votre négatif. Un JPEG, ça se balade partout, surtout maintenant avec Internet. Vous mettez une photo en ligne et dans les 2 heures qui suivent, vous la retrouvez sur X autres sites. Et il n'y a rien qui dit que c'est votre photo, même si vous la signez comme la majorité des photographes le font. C'est très facile à recadrer. Et là, vous n'avez plus aucune preuve en fait que c'est vous qui êtes l'auteur de cette photo. Avec l'euro, vous ne le mettrez jamais en ligne, c'est votre propriété, il est à vous, et puis vous n'allez pas mettre un fichier qui est en taille et très très important. Mais c'est la seule preuve dont vous disposerez pour dire, voilà, c'est ma photo, voilà la preuve, voilà le négatif. C'est un énorme avantage. Ensuite, les collimateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collimateur? C'est l'endroit, ce sont des petits points lumineux que l'on peut déplacer à volonté, hein, on peut choisir celui qu'on veut, et qui va aller désigner l'endroit très précis où l'on veut que la mise au point soit faite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode automatique, l'autofocus, lui, il ne va pas se casser la tête. Il va aller chercher la mise au point sur ce qui est le plus près de l'objectif. Donc vous ne pourrez jamais avoir des effets, par exemple, d'avoir du beau flou devant et ce qu'on appelle du bokeh et une netteté un peu plus sur l'arrière, puisque l'autofocus en mode automatique, lui, il prend ce qui est le plus près. Donc sur le 5D, j'ai possibilité d'en avoir jusqu'à 61, ce qui très honnêtement est certainement super efficace pour le studio. Mais qui en concert, moi, j'en trouve aucune utilité. J'ai choisi d'en garder 15. Pour moi, c'est largement suffisant. Sachant que vous allez voir aussi que je couple ça d'une façon un petit peu particulière avec la mesure d'exposition, justement, où c'est ce que je vous disais en introduction, que je suis un petit peu à contre-courant aussi de certaines pratiques, mais vous allez voir pourquoi. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Généralement, les photographes choisissent le collimateur central quasi exclusivement parce que c'est celui qui est réputé le plus rapide et le plus fiable. Moi, j'ai la possibilité sur ce 5D d'avoir un petit réglage complémentaire qui s'appelle Spot AF, qui me donne sur le collimateur que j'ai choisi encore un peu plus de précision. Et moi j'utilise ça parce que mon boîtier le permet et que c'est une façon de faire qui me convient parfaitement. Je vous expliquerai aussi ça avec dans la partie de la mesure d'exposition. Voilà, c'est un petit peu ce qui concerne mon matériel et puis les réglages vraiment de base qui ne changent jamais, enfin l'euro et les collimateurs. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite où là on va aborder un petit peu de théorie. Alors maintenant on va aborder un petit peu de théorie parce que si on veut comprendre bien le principe de ce triangle ISO, vitesse et ouverture pour pouvoir shooter en mode manuel, c'est très important d'avoir bien assimilé ce qui va suivre. Le but c'est évidemment de vous amener à ne pas laisser ne serait-ce qu'un seul paramètre dans les mains du boîtier, dans les mains si je puis dire du boîtier. Je vois beaucoup de photographes qui laissent les ISO par exemple en automatique et c'est une erreur parce que vous allez voir que le rendu ne sera jamais le même, ne sera jamais ce que vous souhaitez puisque vous laissez le boîtier choisir un paramètre à votre place. Mais avant toute chose, avant d'aborder ce fameux triangle, je voulais vous faire voir physiquement ce qui se passe en ouverture et pour l'ouverture et pour la vitesse, puisque ce sont deux paramètres pour lesquels on peut constater un certain nombre de choses physiquement. Alors on va commencer par la vitesse, et pour ça j'ai ressorti mon vieux Canon AE1 argentique, qui était c'était une vraie merveille cet appareil, pour les vieux photographes comme moi. Donc on va l'ouvrir. Et on va commencer par la vitesse. Donc là, je vous ai choisi une vitesse au 60e de seconde et vous allez voir ce qui se passe à ce niveau-là. J'espère que je ne vais pas trop trembler puisque je suis... voilà, je vais être à bout de bras. Hop.
Voilà, vous avez vu qu'il y a un petit éclair de lumière. Maintenant, je vais passer avec une vitesse à 2 secondes. J'ai donc 2 secondes d'ouverture, vous allez voir la différence. Il faut que je l'arme. Voilà, vous avez vu que le temps d'ouverture et de fermeture du rideau est beaucoup plus important. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la vitesse correspond à la quantité de lumière que votre boîtier va pouvoir absorber. Tout simplement. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour l'ouverture. Donc là, je vais passer en pause, ce qu'on appelle la pause B. C'est-à-dire que tant que je vais laisser le doigt appuyé sur le déclencheur, mon rideau va rester ouvert. Hop, je l'arme. Et là, j'ai mon objectif. Vous allez voir ce que c'est qu'une ouverture 1,8. Voilà. Et progressivement, je vais modifier l'ouverture. Là, on a une ouverture de 8. Et je vais monter jusqu'à 22, qui est le maximum que peut m'offrir cet objectif. Vous allez voir que plus on augmente le chiffre et plus la dimension du passage de lumière diminue. C'est une bizarrerie, c'est inversement proportionnel, mais c'est comme ça. Donc on répète, hop, de 22 et je vais jusqu'à 1,8. Voilà physiquement ce qui se passe pour l'ouverture. Donc ça veut dire qu'en couplant ouverture et vitesse, vous allez déjà pouvoir faire rentrer plus ou moins de lumière dans votre boîtier, puisque un boîtier photo, c'est juste une méthode, une façon d'enregistrer la lumière, tout simplement. Et du coup, on ne peut pas dissocier l'ouverture de la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de netteté, en fait. Hein. C'est une, comme on dit, une profondeur, voilà, mais de netteté. Quand vous allez avoir votre mise au point qui va être sur un point bien précis, en fonction de l'ouverture, vous allez avoir plus ou moins de netteté devant et derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre chiffre est petit en ouverture, donc 2,8 ou 1,8 pour ceux, ou voire même un 4 sur certains objectifs, plus votre chiffre va être petit, plus votre ouverture va être importante. Et plus votre profondeur de champ va être faible. C'est quelque chose de très important pour après aller choisir justement l'endroit avec vos collimateurs où vous allez faire votre mise au point, et en fonction de votre ouverture vous allez avoir plus ou moins de netteté par rapport à ce point là. C'est très important, notamment en studio sur les portraits par exemple, où on va aller faire une mise au point très précise sur l'œil, et en fonction de l'ouverture après on va gérer plus ou moins de profondeur de champ, donc de zone de netteté. Alors pour ça, je vous ai fait 3 petites photos. J'ai installé 3 tasses à des distances différentes du boîtier. Sachant que j'ai fait la mise au point sur celle du milieu, et que celle du fond est un petit peu plus éloignée de celle du milieu que celle de devant, justement pour que vous puissiez voir de façon plus correcte les différences par rapport à l'ouverture. Donc la toute première photo, elle a été faite donc avec une ouverture de 2,8. Avec une mise au point qui est faite sur la tasse du milieu. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, la tasse du milieu est nette, et devant et derrière, on a du flou. C'est-à-dire que la zone de netteté, du fait que j'ai une très grande ouverture, la zone de netteté, la profondeur de champ, est très réduite. Sur la deuxième, on va changer l'ouverture. On va ouvrir à f8. Et vous pouvez constater que maintenant on a quasiment, pas tout à fait, mais quasiment une netteté sur la tasse de devant, alors que celle du fond, elle, est toujours floue. On a augmenté cette profondeur de champ. Et pour la troisième, on a donc une ouverture de 32. Et là, vous voyez que la profondeur de champ est complète, c'est-à-dire que ma zone de netteté est beaucoup plus importante, je suis net partout. Ça c'est important donc pour la suite, quand vous allez choisir l'endroit où vous allez faire votre mise au point en concert, sur quelque chose d'un petit peu plus précis, pour appréhender un peu ce qui va être plus ou moins net par rapport à votre ouverture. Et là on doit se poser quand même une question, à savoir, j'ai modifié
3 fois l'ouverture et j'ai la même exposition, c'est-à-dire la même luminosité sur l'ensemble des 3 photos. Pourquoi? Puisque normalement j'aurais dû avoir, en diminuant mon ouverture, des photos plus sombres sur les deux dernières. Or il se trouve que justement ça va être toute l'explication de ce qui vient à la suite. Pour avoir cette même luminosité sur mes photos, cette même exposition, j'ai dû modifier les 2 autres paramètres. Donc j'ai pas choisi seulement de modifier l'ouverture, mais pour avoir une exposition correcte à chaque fois, j'ai modifié la vitesse et les ISO. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Maintenant on va donc parler on va aborder un petit point de théorie, mais qui est le passage obligé, et on va parler de ce fameux triangle ISO, vitesse et ouverture, et essayer de comprendre comment ces 3 paramètres interagissent les uns avec les autres. Avant d'aborder tout ça, je vais vous présenter ce petit objet que tout le monde connaît, hein. C'est un sablier pour cuire les œufs à la coque. Et il y a une vraie similitude avec ce triangle, c'est-à-dire que on va considérer que le temps que met le sable à couler d'un côté à l'autre, c'est votre vitesse. On va considérer que le petit étranglement qui est au milieu, le diamètre qui va pouvoir éventuellement bouger, on va considérer que ça c'est votre ouverture. Et un peu plus pas compliqué à comprendre, mais un peu plus subtil non plus, je cherche le mot, je ne le trouve pas, vous allez comprendre tout de suite. On va considérer pour les ISO que le sable a une capacité précise d'absorber la lumière. Et on va partir au départ sur un paramètre qui va dire 1 grain de sable qui passe égale 1 grain de lumière qui passe. Ça va être vos ISO, c'est la sensibilité de votre sable, la capacité à intégrer la lumière. Et vous allez voir que il y a une vraie similitude entre ce sablier et les photos qui viennent. Donc cette première photo, c'est la photo de référence. J'ai repris ma tasse, j'ai mis mon appareil sur pied et je suis allé prendre une valeur à peu près moyenne. J'étais en intérieur, donc j'ai pris des ISO de 1600 pour pouvoir soit les monter, soit les descendre en plus pour la bonne compréhension des photos. J'ai une ouverture de 5.6 qui est une ouverture moyenne exprès aussi pour bien vous faire voir la différence quand on va augmenter ou diminuer, vous allez voir cette ouverture, et puis une vitesse de centième de seconde pour les mêmes raisons. Donc ça c'est la première photo, c'est donc la photo de référence, celle qui est correctement exposée. Pardon. Et puis voilà, en shootant ma tasse à café, je me suis aperçu qu'elle commençait à bouger. Donc il a fallu rectifier le tir, et pour ça j'ai dû augmenter la vitesse sans modifier les autres paramètres. C'est-à-dire que j'ai laissé mon ouverture identique et mes ISO identiques. Ça veut dire quoi? Si je reprends mon sablier, ça veut dire que on n'a pas modifié l'étranglement ici, il est toujours du même diamètre. On n'a pas modifié non plus la sensibilité du sable. J'ai toujours un grain de sable égal à un grain de lumière. En revanche, on a essayé de faire passer le sable plus rapidement. C'est comme si, avec mon pouce, j'allais essayer de tasser un petit peu. Or, comme on n'a pas modifié ni la sensibilité du sable, ni l'ouverture ici, forcément, on va se retrouver avec la même quantité de sable qui va passer dans un même diamètre d'étranglement, mais avec moins de temps possible pour le passage. Ça veut dire que votre photo va être plus sombre, tout simplement. Du coup, on fait comment pour revenir sur la bonne exposition de la première photo? Si je reprends mon sablier, je me dis que la meilleure façon, ça va être d'augmenter le diamètre de passage. Et c'est très exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une ouverture de 5-6, je vais ouvrir plus grand, donc diminuer le chiffre, bien comprendre, bien intégrer que c'est vraiment l'inverse. Donc je vais diminuer le chiffre et je vais avoir une ouverture F4. Et là, on retrouve quasiment la luminosité de la première photo.
On a toujours donc cette vitesse un peu plus élevée que celle du début, mais comme on a augmenté le diamètre de passage, eh bien, on retrouve quasiment la même sensibilité, la même luminosité, pardon, que sur la photo de référence. Et puis il se trouve que la tasse elle bouge de plus en plus. Donc du coup avec ma vitesse au 200e c'est plus suffisant, je suis obligé vraiment de la monter beaucoup parce qu'elle commence à danser la gigue un petit peu dans tous les sens comme ça. Et je suis obligé de monter ma vitesse au 500e de seconde. Et donc ça veut dire qu'on retrouve très exactement le même problème que sur la photo numéro 2. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une photo sombre. Du coup, je vais encore modifier mon ouverture. Si je reprends mon petit sablier, je vais augmenter encore mon diamètre de passage. Et là, je vais retrouver une photo quasiment, pas tout à fait identique parce qu'elle est encore un petit peu sombre, mais je vais retrouver une photo quasiment identique à la première. On a donc une photo qui n'est pas tout à fait aussi claire que celle d'origine. Donc du coup, on va faire quoi? On a, si je reprends mon petit sablier, on a une vitesse qui est identique puisqu'on ne peut plus la descendre, cette vitesse, du fait que la tasse bouge énormément. On a un étranglement ici qui est au maximum d'ouverture, puisque j'ouvre maintenant à 2,8, qui est le maximum des capacités de mon objectif. Et donc du coup, je ne peux plus jouer sur ces deux paramètres-là. Il me reste quoi? Il me reste les ISO. Alors les ISO, voilà, on va reprendre notre sable, et au lieu de lui dire un grain de sable égale un grain de lumière, je vais lui dire un grain de sable égale 2 grains de lumière. Et dans un même laps de temps, et pour une même ouverture, vous allez pouvoir rentrer plus de lumière. Vous allez avoir la capacité d'avoir plus de luminosité qui vont être enregistrées dans votre boîtier. Et c'est comme ça qu'on va retrouver quasiment la valeur de la photo du départ. Et avec ces trois paramètres, finalement, on peut même commencer à faire des effets dès la prise de vue. Par exemple, sur cette photo de mes amis de Zeta, que je suis allé voir donc au Billy Bob's, on avait une lumière très puissante qui venait de l'arrière de la scène, ce qui est toujours compliqué à gérer. Et donc je l'ai volontairement accentué. J'ai volontairement accentué la surexposition pour donner, puisque je savais que j'allais derrière la traiter en noir et blanc, cette photo. C'est un choix, hein, je savais déjà ce que j'allais en faire. Et du coup, ça m'a permis, en rajoutant encore un petit peu de vignettage blanc, le vignettage, ce sont les parties très très blanches qu'on voit aux quatre coins de cette photo, mais en rajoutant du vignettage et un petit peu de contraste en post-production, ça m'a permis de faire cet effet et finalement d'avoir quelque chose de surexposé mais qui passe extrêmement bien en photo avec des musiciens qui sont parfaitement visibles. Voilà, j'espère que vous avez bien intégré et bien compris l'interaction de ces trois paramètres et pourquoi il ne faut pas laisser le boîtier décider à votre place parce que vous n'aurez jamais les possibilités de rendu en jouant sur les trois paramètres. Voilà, tout simplement. La mesure d'exposition ou mesure de lumière. Avant toute chose, je rappelle de nouveau que ce sont mes propres réglages, ceux avec lesquels je suis à l'aise. J'ai fait des tas d'essais avant sur plein de petites choses, avant d'arriver à trouver ce qui me correspond. Le but, c'est pas de, donc je le répète encore une fois, c'est pas de vous dire voici mes réglages, ce sont les meilleurs, ce sont les plus efficaces, c'est pas le cas du tout. Chacun va avoir les réglages qui lui correspondent le mieux. Et le but, c'est surtout de vous faire passer le cap d'un mode automatique ou semi-automatique vraiment au mode manuel pour lequel vous allez voir une différence flagrante. Et vous allez voir notamment sur cette mesure d'exposition que je suis vraiment à l'opposé souvent de ce qui se passe en règle générale. C'est-à-dire que les mesures d'exposition, vous en avez normalement 4, mais essentiellement 2 qui servent en concert. Une mesure évaluative qu'on appelle également matricielle chez Nikon et la mesure spot. La différence entre les deux, sur la mesure évaluative, vous avez une mesure de lumière qui est faite, votre capteur va faire la mesure de lumière sur l'intégralité de votre photo.
il va faire une mesure moyenne et vous indiquer donc une luminosité qui correspond à la moyenne générale de cette photographie. En mesure spot, vous allez aller chercher votre mesure de lumière, pardon, je bafouille, sur un point très très précis. Alors chez Canon, c'est systématiquement le collimateur central. Chez Nikon, vous avez la possibilité d'aller coupler cette mesure d'exposition avec un collimateur bien précis. Ce n'est pas le cas chez Canon. Donc du coup, c'est pour ça aussi que moi je suis un petit peu à l'inverse de ce qui se passe. Généralement, beaucoup de photographes sont en mesure spot. Et moi j'ai choisi de faire l'inverse, tout simplement parce que ça me donne plus de luminosité sur mes photos. Alors évidemment, il y a une contrepartie. Comme vous l'avez vu avant, si je me fais rentrer plus de lumière, c'est-à-dire avec une ouverture plus importante, je vais être obligé de compenser avec une vitesse qui va augmenter ou des ISO. Enfin voilà, il va falloir que je joue un petit peu sur ces paramètres-là. Mais c'est ce qui me correspond, c'est comme ça que je suis à l'aise. Si je reste en mesure spot avec le Canon, je suis obligé d'aller faire une mesure donc sur le collimateur central et de faire soit une mise en mémoire d'exposition et après, ou de recadrer, etc. Je perds beaucoup de temps. Là, je me contente, si je puis dire, j'ai choisi cette mesure évaluative, donc qui me donne une mesure de lumière globale, et d'aller chercher un collimateur pour ma mise au point. Et tout ça dans le même geste finalement. C'est-à-dire que ma mesure de lumière, elle va m'être donnée, mon exposition correcte va m'être donnée avec cette échelle de valeur qu'on a dans le bas de l'objectif, et donc avec normalement l'aiguille au milieu de cette échelle de valeur, sur le point 0. Ça, j'ai ma mesure de lumière que je vais pouvoir contrôler visuellement. Et ensuite, je vais aller chercher mon collimateur pour l'endroit où je vais faire mes mises au point. Et une fois que j'ai ça, je vais régler ma vitesse et mes ISO en fonction de ce que je veux obtenir en termes de luminosité de ma photo, si je veux faire un effet sous-exposé, surexposé ou vraiment nickel. Tout ça, ça me permet de le faire dans un seul geste. Si j'avais besoin d'aller faire ma mesure de lumière avec en spot et ensuite de recadrer, je perds beaucoup de temps. Et finalement, sur scène, des fois, le temps que vous fassiez ça, il ne se passe plus rien. Donc c'est un choix que j'ai fait qui est un petit peu à l'inverse de ce qui se pratique généralement, mais c'est tout simplement parce que c'est comme ça que je suis à l'aise. Voilà, tout simplement. Alors il m'arrive toutefois d'utiliser la mesure spot par moment, c'est-à-dire notamment quand je veux faire du portrait. En concert, quand j'ai un fond qui s'y prête bien et que je n'ai pas d'éléments perturbateurs derrière, comme un pied de micro par exemple, eh bien, j'aime bien utiliser cette mesure spot qui va me permettre d'aller faire une prise de lumière vraiment sur le visage et après en post-prod éventuellement de rajouter encore du vignettage, cette fois-ci noir, pour avoir un fond qui soit bien sombre et qui me fasse me détacher justement la partie intéressante du portrait. Voilà. Et pour finir sur cette partie donc consacrée à la lumière, je vais reprendre mon objectif et je vais vous expliquer aussi pourquoi il est important d'utiliser le pare-soleil. Utiliser un pare-soleil alors qu'on est dans une salle en intérieur où il fait très sombre, ça n'a a priori aucune utilité. Et pourtant, vous avez deux utilités essentielles à ça. La première est purement pratique. Ça vous permet de protéger votre objectif et notamment la lentille parce qu'on n'est pas à l'abri d'une chute. Moi, ça m'est déjà arrivé de chuter avec mes appareils photo. Et si vous n'avez pas le pare-soleil, vous êtes directement sur votre lentille. Et ça, une lentille, quand il faut la changer, c'est même pas la peine. Autant aller changer directement l'objectif. Ça coûte un bras, pour pas dire la peau, d'autre chose. Et puis autre chose aussi, ça va vous permettre de réduire les lumières parasites et d'éviter qu'elles ne viennent perturber votre mesure de lumière, justement. Si je reprends la photo de Rosedale que j'ai faite il y a quelques temps,
vous voyez qu'il y a une sorte de petite pastille verte sur le bas de cette photo. C'est ce qu'on appelle du flair. Donc ça, c'est parce que en fait, j'avais le projecteur quasiment en face de moi. Donc je ne pouvais pas trop l'éviter. Mais lorsqu'on a des projecteurs qui sont sur le côté, c'est très très important d'avoir donc ce pare-soleil et de l'utiliser, de le mettre en place quasiment en permanence. Ça vous évitera toutes les lumières parasites. Voilà, maintenant je vais vous faire un petit résumé et puis on passera au bonus. Donc en résumé, si je fais un petit retour sur tout ça, lorsque j'arrive sur un concert, en règle générale, la première chose que je vais régler, ce sont mes ISO. Sur des salles que l'on connaît ou des festivals que l'on connaît, on voit toujours souvent les mêmes personnes, les mêmes ingé-lumière. Donc c'est assez simple de voir un petit peu à quelle valeur on va régler tout ça, puisqu'on les connaît et on a le type d'éclairage qu'ils utilisent régulièrement. Ça peut modifier effectivement en fonction aussi de l'artiste, qui peut avoir peut-être des exigences plus ou moins importantes, ou un nombre de personnes aussi sur scène qui peut être différent. Mais en règle générale, c'est ce que je règle donc en premier et qui, tout le long d'un concert, ne bouge pas énormément, sauf vraiment quand je suis obligé de les monter parce qu'il y a un coup de lumière un peu plus faible. Et puis une petite chose dont je me suis aperçu au fil de l'expérience, c'est que une fois que j'avais réglé mes ISO, souvent je me disais, bon, la lumière, ouais, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais me caler à 2.8 et puis je vais essayer de voir avec la vitesse et les ISO comment je vais gérer ça. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, sur des éclairages où au départ j'avais l'impression qu'il me fallait vraiment une très grande ouverture, j'avais la possibilité de la réduire considérablement. Alors pas considérablement, mais de la réduire un petit peu à 4-5, même des fois à 5-6. Et ce qui me permettait eh bien d'avoir une profondeur de champ peut-être un peu plus importante et de pouvoir jongler un peu plus facilement avec la vitesse et les ISO. Donc ça c'est quelque chose à tester également. C'est pas toujours possible, hein. Mais de temps en temps on a des conditions de lumière qui sont un petit peu trompeuses et pour lesquelles on pourrait avoir des ouvertures un peu plus petites, et ce qui vous permet d'avoir notamment une zone d'honnêteté plus importante. Et ça peut être vraiment sympa sur un certain type de photo. Voilà. Juste en rappel, avant de passer au bonus, je le répète encore une fois, ce sont mes réglages qui me sont propres, c'est-à-dire ceux avec lesquels je suis à l'aise. C'est le but de ce que vous allez avoir à faire maintenant, c'est-à-dire peut-être choper quelques éléments de ce que je vous ai donné, choper des éléments de tutos que vous allez trouver sur YouTube, parce qu'il y en a énormément. Et puis faire votre sauce. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait des tas d'essais comme ça. La meilleure école, c'est d'aller shooter dans le fin fond d'un bar où vous allez avoir trois lumignons qui se battent en duel. Ça c'est une excellente école parce que vous allez pouvoir expérimenter tous ces réglages. Vous allez pouvoir faire des essais, y compris pourquoi ne pas poser, vous posez votre appareil photo sur la table à laquelle vous êtes installé, et puis vous allez modifier vos réglages comme ça avec un même cadrage, en modifiant une fois les ISO, une fois la vitesse, une fois l'ouverture, la vitesse. Vous allez combiner tout ça. Vous allez faire vos essais aussi avec la mesure d'exposition, et en prenant tous ces paramètres en compte, vous allez vous-même trouver ensuite vos propres réglages, ceux avec lesquels vous serez à l'aise et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de vitesse pour prendre vos photos. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être sur le bord d'une scène, d'avoir un petit copain qui est à côté et de l'entendre faire 3-4 photos pendant que vous êtes en train de faire encore vos réglages. Voilà. Il y a des automatismes à prendre comme ça. Et surtout, le plus important, ne laissez jamais votre boîtier décider à votre place. Les ISO, la vitesse, l'ouverture doivent se régler de façon manuelle si vous voulez absolument être maître de ce que vous faites et avoir le rendu très exact de ce que vous voulez. Si vous laissez ne serait-ce que les ISO en mode automatique, vous n'allez pas jamais avoir le rendu que vous souhaitez. En ce qui me concerne, il y a une seule chose que je laisse en règle générale
en mode automatique, et il y a une bonne raison pour ça, c'est la balance des blancs. Et la raison, elle est très très simple, c'est parce que le fait de shooter en RAW va me permettre, si j'ai besoin de rectifier une dominante générale d'une photo qui ne me convient pas, je peux le faire en post-prod sans aucun problème, puisque je ne vais agir que sur une couleur précise si je le désire, et non pas sur l'ensemble de ma photo si j'avais shooté en JPEG. À côté de ça, vous allez voir sur les 2 photos en bonus, qu'il y en a une justement, où à la prise de vue, la balance des blancs a été modifiée, et vous allez voir ce que l'on peut arriver à faire avec une petite manipulation finalement relativement simple. Voilà. Comme promis, un petit bonus avec 2 photos. La première, donc, c'est la photo de Vintage Trouble qui a été prise à Cahors et au moment où il était à l'horizontale sur le micro. Celle-ci, elle n'a pas été faite du tout au hasard. C'est-à-dire que j'avais déjà remarqué à plusieurs reprises, j'avais déjà vu passer des photos de ce type-là, pardon. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il fait ça tout le temps, toujours sur le même morceau, toujours au même endroit, sachant que j'allais le faire quelques mois après à Cahors. Donc je suis allé voir des vidéos sur YouTube, j'ai été chercher des concerts complets. Il y en a quelques-uns de Vintage Trouble. Et je me suis donc aperçu qu'il faisait ça sur le 2e titre, généralement, et toujours au même endroit de ce 2e titre. Ce qui me permettait, en plus, si j'avais eu une restriction, comme ça arrive relativement fréquemment sur les 3 premiers morceaux, je savais que je pouvais l'avoir à un moment très précis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis donc placé déjà en conséquence. C'est-à-dire j'ai pris ma place dès le premier titre, puisque je savais que c'était sur le 2e. Donc j'ai pris ma place pour avoir la prise de vue que je voulais très exactement. Après, j'ai fait une confiance, mais quasiment aveugle, à l'ingé lumière à Cahors qui s'appelle Yves Brunet, qui est un mec génial, qui nous fait en règle générale des lumières très très agréables sur ce festival. Et donc du coup, en fonction de ce que je savais du type de lumière qu'il allait pas mettre d'office, mais qu'il allait utiliser en règle générale, j'ai fait mes réglages en conséquence. Il me fallait déjà une vitesse très très importante pour pouvoir l'avoir vraiment quand il était à l'horizontale. Donc j'ai commencé finalement par ça. J'ai estimé qu'un 320e de seconde, c'était à peu près correct pour avoir quelque chose qui reste net. En fonction de ça, je voulais également avoir une belle profondeur de champ parce que je voulais aussi que les musiciens à l'arrière soient visibles. Pas forcément de façon extrêmement nette, mais je voulais qu'on voit qu'il y avait d'autres musiciens que lui sur scène et qu'on n'ait pas ce flou derrière. Si j'avais shooté à 2.8, je l'aurais eu déjà lui peut-être pas net sur l'intégralité, et en plus je n'avais pas ces musiciens derrière. Donc j'ai choisi d'avoir une ouverture à 7.2 ou 7.1, je sais plus, il faudra que je vérifie, c'est 7.1 d'ailleurs, qui me permet d'avoir une profondeur de champ assez importante. Et en fonction de ça, j'ai réglé mes ISO pour avoir une luminosité correcte. Et là, j'ai pas hésité, je suis monté à 6400 ISO, puisque mon 5D me permet de n'avoir quasiment aucun bruit à cette valeur-là. Et en fonction de ça, ben voilà, j'ai attendu le bon moment, je savais à quel moment très précis il allait faire ça. J'ai eu le temps de faire 2 photos, j'en ai pas fait 50, j'ai horreur de shooter en rafale. Le but pour moi c'est pas de la photo, hein. Shooter en rafale, laisser le doigt appuyé et après sur les 15 photos qu'on a fait en choisir une en se disant tiens celle-là finalement elle est pas trop mal. Pour moi c'est pas de la photo. C'est même pas du plaisir d'ailleurs. Moi là où je prends vraiment du plaisir, c'est quand les conditions sont un peu plus compliquées et qu'il faut justement effectuer des réglages mais dans un 10e de seconde. C'est pour ça que ça devient un automatisme au bout d'un moment, parce que c'est là où est le vrai plaisir. Et du coup, voilà, cette photo-là, il fallait la faire très très vite. J'ai eu le temps d'en faire 2. La deuxième n'est pas top, il n'est pas vraiment correctement placé, il est un petit peu en travers comme ça. Et donc c'est celle-ci que j'ai choisie. Ça c'était donc la première, une photo qui ne doit strictement rien au hasard. La deuxième, c'est le contrebassiste donc de Little Bob qui s'appelle Bertrand Coulombe. Et que j'ai eu la chance de faire dans une toute petite salle qui malheureusement a disparu maintenant, qui s'appelle Radazik aux Ulysses.
et pour lequel j'étais placé, j'étais au pied du contrebassiste, ce qui me permet déjà d'avoir une prise de vue en contre-plongée qui est intéressante. Moi j'adore les contrebasses parce qu'il y a des possibilités de photos avec ça qui sont vraiment géniales. Et puis c'est un instrument vraiment particulier que j'aime beaucoup. Et sur ces éclairages, on avait une teinte générale vraiment plutôt froide, avec beaucoup de bleu, beaucoup de vert, et j'avais un spot rouge qui était sur lui, sur Bertrand. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite modifié ma balance des blancs. Je suis passé en mode manuel et je suis déjà allé descendre totalement les valeurs pour modifier les valeurs, pardon, pour avoir une saturation des teintes froides. Donc j'ai saturé le bleu et le vert. Après, je voulais vraiment que cette teinte rouge subsiste et donc je suis allé passer dans un autre menu que me permet mon boîtier. Je ne sais pas si beaucoup de boîtiers le permettent, mais j'ai un réglage qui s'appelle l'écart de la balance des blancs. Et en modifiant le curseur, je suis allé également booster les rouges. C'est-à-dire que j'ai à la fois saturé des couleurs froides et une couleur chaude, et ça me donne cet effet au départ, ce qui me permet voilà, d'avoir un effet de couleur particulier dès la prise de vue, qu'il n'y a pas besoin de rectifier après. Voilà, c'est pas de la post-production, c'est juste une prise de vue particulière avec un réglage de la balance des blancs. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire aussi lorsqu'on a du temps. Voilà. Ça, c'est une petite astuce que m'a indiqué un photographe exceptionnel qui s'appelle Frankie Pfeiffer, qui est le webmaster de Paris Move également, et qui m'a indiqué cette façon de faire. Et lui, c'était vraiment le spécialiste de ces photos avec des coloris, mais incroyables. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire de temps en temps, quand j'ai du temps, quand ça bouge pas trop sur scène et que j'ai des éclairages qui sont pas trop changeants non plus. J'essaye de booster comme ça des couleurs chaudes ou des couleurs froides, ça dépend des moments. Ça marche pas toujours, mais quand ça fonctionne, voilà, ça me donne ce type d'effet. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je ne veux pas en remettre une couche, mais souvenez-vous que ça sera à vous de trouver vos propres réglages, d'aller choper peut-être des petits trucs chez moi, des petits trucs chez les autres, pour vous faire votre propre méthode de prise de vue, celle avec qui vous serez à l'aise, avec laquelle vous serez à l'aise, pardon, et celle avec laquelle vous allez pouvoir acquérir un certain nombre d'automatismes pour faire vos photos. Et surtout, le plus important, retirez-moi ce mode automatique ou semi-automatique. Shootez en mode manuel, vous allez voir le plaisir que vous allez prendre. Voilà, à bientôt les amis.